Mesdames, Messieurs, bonsoir. Bienvenue dans Le Monde aujourd'hui. On commence par les titres de cette édition. Leur mission, reprendre le contrôle d'une zone où aucun soldat n'avait remis les pieds depuis plus d'1 an. C'est dans cette zone des 3 frontières que 13 soldats français ont perdu la vie lundi dans un accident d'hélicoptère. Parce que c'est une région transfrontalière, donc on peut facilement passer d'un côté à l'autre. Puis c'est une région très difficile d'accès, avec des couverts. Vous avez pu vous en apercevoir vous-même, une traficabilité très compliquée, et donc une zone propice pour se cacher et entretenir une logistique. Après les récents revers des armées maliennes et burkinabées contre les djihadistes, les soldats de ces pays veulent rassurer qu'ils sont bien là. Nous comptons vraiment montrer à la population que nous sommes présents, que nous sommes prêts à leur apporter notre aide et de nous battre à leur côté. Les soldats africains et leurs alliés des forces internationales sont conscients que la bataille ne peut se gagner sans les renseignements et la contribution des populations locales. On a régulièrement du renseignement. Maintenant, la difficulté, c'est de rapidement aller sur l'objectif. Souvent, quand on arrive sur l'objectif, ils ont eu le temps de quitter la zone. La France compte environ 4500 hommes dans la région. Le G5 en a 5000. Mais cette dernière force fait face à des problèmes de financement et d'équipement. Ensemble, ils essaient de combattre un ennemi très mobile et souvent invisible. Des chants, des larmes de joie, l'émotion est palpable sur les visages de ces 400 réfugiés centrafricains qui quittent Zongo dans la province du sud Ubangui, dans le nord de la RDC, pour poursuivre leur voyage en bateau. Destination Bangui, la capitale de la République centrafricaine. À l'arrivée, autorités, parents et amis sont là pour souhaiter la bienvenue à leurs compatriotes qui avaient fui le pays en raison du conflit qui a éclaté en 2013. Après 6 ans d'absence, les amis, les parents, aujourd'hui je sais que je suis chez moi. Donc vraiment je prie Dieu, beaucoup à Dieu. Nous sommes comme un nouveau-né. Ce retour volontaire au Bercail a été rendu possible grâce à un accord tripartite signé par le HCR et les gouvernements de la RDC et de la Centrafrique en juin dernier. Depuis, 4000 personnes se sont inscrites au programme de rapatriement, espérant rentrer chez elles d'ici fin 2019. Le HCR prévoit d'aider 25 000 Centrafricains à rentrer au Bercail d'ici fin 2020. Nous espérons continuer et avec le financement que nous avons pour un nombre limité de réfugiés, nous allons le faire jusqu'à la fin de cette année et nous continuerons jusqu'en 2020 pour nous assurer que ceux qui ont exprimé la volonté de revenir pourront le faire. Près de 600 000 réfugiés centrafricains vivent dans des pays voisins, tandis qu'un nombre égal reste déplacé à l'intérieur de la Centrafrique. Des manifestations de masse ont lieu depuis des mois dans le monde entier, y compris au Moyen-Orient. Au Liban, les manifestations ont principalement été pacifiques, mais les habitants ont indiqué que des affrontements occasionnels dans ce pays instable pourraient conduire à une violence plus persistante. En Irak, plus de 300 personnes sont mortes et des milliers ont été blessés. Les Algériens manifestent chaque semaine depuis février et certains militants ont été arrêtés. Aucun de ces pays ne semble sur le point d'apporter les changements substantiels qu'exigent les manifestants. Dans tout le Moyen-Orient, les griefs exprimés sont similaires: corruption, chômage et services publics médiocres. Ils veulent ce changement et ils ne le reculeront pas tant qu'ils ne l'auront pas obtenu. Pendant ce temps, les économies souffrent et les gouvernements sont moins fonctionnels en Irak et au Liban. Les analystes disent que l'impact à long terme de ces mouvements de masse n'est pas connu, mais qu'à court terme, les pays en crise deviennent de plus en plus pauvres et de plus en plus instable. Ce qu'il faut aujourd'hui pour rétablir la confiance, c'est pratiquement de former un nouveau gouvernement. Un gouvernement d'experts, de personnes crédibles.
Les manifestants disent que le désespoir, l'espoir et la colère alimentent les mouvements de masse alors que le gouvernement a du mal à réagir. Et plutôt que de dissuader les manifestants, la violence croissante semble les rendre plus déterminés à continuer leur combat. Bonjour Eric. Bonsoir John. Ouais, bonsoir. Alors, on commence par Djouba au Soudan du Sud où on parle d'un premier projet de centrale électrique privée et ce depuis l'indépendance du pays en 2011. Un offre de soulagement, John, pour environ 30 000 foyers qui vont en bénéficier. L'enquête nationale de référence sur les ménages montrait en 2012 déjà que plus de 96% de la population du Soudan du Sud utilise du bois de chauffe ou du charbon pour la cuisson des aliments. Seul 1% de la population peut accéder au réseau électrique maintenant. L'infrastructure va favoriser et assurer un approvisionnement en électricité fiable, améliorer la qualité du service fourni par la Compagnie nationale d'électricité, la qualité de vie des résidents. Et les salariés, le président Salva Kiir s'est déplacé justement pour inaugurer cette infrastructure qui va faciliter l'activité des entreprises et contribuer ainsi à la croissance économique et à la réduction de la pauvreté au Soudan du Sud. Suivez. Aujourd'hui marque le début d'une nouvelle ère. No more war. Plus de guerre. Time for development and services. C'est le moment de soutenir le développement et la fourniture de services. Et dans ce contexte, j'exhorte nos partenaires de développement et les autres membres du secteur privé à se joindre à nous dans cette voie. Ce projet va se pencher sur le développement dans le secteur. Plus de 70% des entreprises du Soudan du Sud produisent leurs propres énergies avec les générateurs diesel pour l'alimentation électrique, alors que les résidences privées dépendent du kérosène. Voilà la première phase qui dépasse 200 millions de dollars, ne concernait que 30 mégawatts sur 100 mégawatts prévus. La consommation d'électricité par habitant au Soudan du Sud reste le plus faible dans la région, soit environ 1 à 3 kWh contre 80 kWh pour l'Afrique subsaharienne. John. Et en Afrique du Sud, dans le sud-ouest de l'Afrique du Sud précisément, le deuxième fabricant européen d'acier, ArcelorMittal, va bientôt fermer ses portes. Mais ses employés résistent, Eric. Oui, John, la fermeture de ce site est prévue début 2020 en raison de la chute des cours de l'acier. Et cette situation a réduit substantiellement les marges de l'entreprise qui emploie 900 personnes. Un représentant d'une organisation de défense des habitants de la région a prévenu que la fermeture de l'usine va provoquer la perte totale de quelques 4 000 emplois, car de nombreux sous-traitants vont être affectés. Et les salariés se sont donc mobilisés pour protéger leur entreprise en vue de garder leur emploi, sinon ce sera la misère absolue. Suivie. Si l'acierie Sandana ferme ses portes, cela affectera négativement notre entreprise. Nous devrons licencier 100 personnes. Cela aura un impact considérable sur les petites entreprises, les écoles et toutes les opérations de la communauté de la côte ouest. Il est important pour moi de sortir et de soutenir publiquement l'idée d'empêcher la fermeture de l'acierie Saldana. Cela va avoir un effet dévastateur sur nos familles, cela va augmenter la pauvreté, cela va augmenter la toxicomanie et nous ne pouvons pas nous permettre cela. De cette usine, John, intervient dans un contexte, dans un climat économique morose en Afrique du Sud. La ville de Saldana avait déjà été gravement affectée par la fermeture de pêcheries au début des années 90 et s'était battue pour l'installation de l'usine ArcelorMittal. John. Merci Eric et on sera au rendez-vous mardi prochain. Miller Chizema peut à peine masquer sa colère face à ce spectacle désolant. Pas loin de sa maison, la forêt qui autrefois faisait la fierté des riverains n'est aujourd'hui qu'un amas de bûches. Ce bois va être transformé en charbon, un combustible utilisé pour faire face à la pénurie d'énergie aiguë que traverse le pays
et dont les forêts payent le prix fort. Nous avons une lourde tâche à accomplir et nous nous demandons ce qui se passera lorsque tous les arbres seront décimés. Mais tout est une question d'argent et de survie. Pendant près de 6 mois, le Zimbabwe est en proie à des coupures de courant chroniques atteignant parfois 19 heures par jour. Le prix élevé de l'électricité et du gaz fait que les gens viennent ici pour acheter du charbon de bois, ce qui est un peu moins cher. Le prix du gaz de cuisson a été multiplié par 6 depuis le début de l'année, ce qui le met hors de portée du plus grand nombre de Zimbabwéens. Pour de nombreux citoyens à faible revenu, le charbon de bois est devenu une source d'énergie de substitution. Il en résulte une exploitation forestière excessive. Nous avons coupé et vendu les arbres parce que nous avons des enfants à envoyer à l'école et qu'ils ont également besoin de nourriture. Le Zimbabwe perd plus de 330 000 hectares de forêt par an, selon la Direction générale de la Commission des forêts. C'est l'équivalent de près d'un demi-million de terrains de foot. Le gouvernement se retrouve devant un dilemme, protéger les forêts ou jeter nombre de ses citoyens dans une extrême précarité. Bonsoir à tous. Le Zamalek boycotte donc la Super Coupe d'Afrique. Mortada Mansou, le président de la formation égyptienne, a annoncé la décision du club de ne pas disputer la finale de cette Super Coupe d'Afrique programmée par la CAF le 14 février prochain. Au Qatar, cette Super Coupe donc devra opposer l'Espérance sportive de Tunis, vainqueur de la Ligue des champions, aux Zamalek d'Égypte, champion de la Coupe CAF. Le club Cairot explique cette décision par la tension qui oppose l'Égypte au Qatar. Les relations diplomatiques, on le rappelle, entre les deux pays sont rompues depuis 2017. Et puis, John l'annonçait en titre, Achille Webo refait surface en tant qu'entraîneur adjoint d'Istanbul Başakşehir. L'ancien international camerounais de 37 ans entame ainsi sa reconversion. Pat Pierrin, Achille Webo va aider l'entraîneur en chef Okan Buruk pour relever le niveau du club turc qui est en quête du premier titre de son histoire. Après son aventure espagnole à Osasuna, Leganés et Majorque, l'ancien attaquant des Lions indomptables a entamé celle turque avec Istanbul Başakşehir. Entre 2011 et 2013, Achille Webo a mis fin à sa carrière de joueur depuis la résiliation de son contrat en 2018 au National en Uruguay. Et pour finir, Jürgen Klopp est rassurant sur l'état de santé de Mohamed Salah. L'entraîneur de Liverpool a déclaré ne pas être préoccupé par l'état de santé de l'international égyptien avant la rencontre face à Naples demain en Ligue des Champions. Samedi dernier en Première Ligue face à Crystal Palace, Mo Salah, en délicatesse avec sa cheville, n'est pas entré en jeu et a manqué la séance d'entraînement précédant le match. Salah a aussi raté les 2 premières journées des éliminatoires de la CAN 2021. Une victoire face aux Napolitains permettrait aux Reds de faire coup double en assurant leur qualification pour les 8e de finale et surtout la première place du groupe E. Depuis la formation du trident offensif Salah, Mané, Firmino à l'été 2017, Liverpool ne s'est jamais incliné à Anfield en Ligue des Champions. À demain. Thanksgiving est la plus importante fête traditionnelle ici aux États-Unis. Presque tous les Américains veulent se retrouver en famille pour manger la dinde et la partager avec les étrangers ou les plus démunis. J'ai toujours lu des articles et entendu des histoires de gens disant qu'on mange toujours de la dinde à Thanksgiving. Je n'ai jamais vraiment su pourquoi, mais étant ici, j'en ai appris un peu plus et en participant à cet événement, j'ai dû me renseigner sur son origine et pourquoi nous célébrons cette fête. J'ai déjà l'eau à la bouche, j'ai vu des tartes à la citrouille et j'ai vraiment envie de les goûter, cela ne m'est jamais arrivé. La motivation, je pense, c'est d'amener, d'initier les étudiants étrangers à la tradition de la Thanksgiving. C'est en grande partie similaire au festival de cuisine que nous organisons pour sensibiliser la communauté à la présence d'étrangers ici, parce que beaucoup de gens ne le savent pas. Le thème du festival de la Thanksgiving cette année, nous sommes reconnaissants d'être ici. Je me suis senti entouré, genre dans une petite famille,
Ouais, c'est vraiment bien fait. Ils m'ont même introduit, je pense. L'État d'Indiana dans le Midwest n'est pas toujours la destination favorite des étudiants étrangers, mais beaucoup se disent heureux d'être venus ici. Je vais recommander à tous ceux qui veulent venir aux États-Unis d'aller dans une petite ville ou un petit État. Mais une petite ville du genre South Bend m'a aidé à me concentrer sur les études et développer mes relations avec les gens. Et qu'on aime ou pas la nourriture, ici les participants venus du proche voisinage ou de très loin se sentent vraiment chez eux, se disent à tous « Happy Thanksgiving ». Thanksgiving est la plus importante fête traditionnelle ici aux États-Unis. Presque tous les Américains veulent se retrouver en famille pour manger la dinde et la partager avec les étrangers ou les plus démunis. J'ai toujours lu des articles et entendu des histoires de gens disant qu'on mange toujours de la dinde à Thanksgiving. Je n'ai jamais vraiment su pourquoi, mais étant ici, j'en ai appris un peu plus et en participant à cet événement, j'ai dû me renseigner sur son origine et pourquoi nous célébrons cette fête. J'ai déjà l'eau à la bouche, j'ai vu des tartes à la citrouille et j'ai vraiment envie de les goûter, cela ne m'est jamais arrivé. La motivation, je pense, c'est d'initier les étudiants étrangers à la tradition de la Thanksgiving. C'est en grande partie similaire au festival de cuisine que nous organisons pour sensibiliser la communauté à la présence d'étrangers ici, parce que beaucoup de gens ne le savent pas. Le thème du festival de la Thanksgiving cette année, nous sommes reconnaissants d'être ici. Je me suis senti entouré, genre dans une petite famille, Ouais, c'est vraiment bien fait. Ils m'ont même introduit, je pense. L'État d'Indiana dans le Midwest n'est pas toujours la destination favorite des étudiants étrangers, mais beaucoup se disent heureux d'être venus ici. Je vais recommander à tous ceux qui veulent venir aux États-Unis d'aller dans une petite ville ou un petit État. Mais une petite ville du genre South Bend m'a aidé à me concentrer sur les études et développer mes relations avec les gens. Et qu'on aime ou pas la nourriture, ici les participants venus du proche voisinage ou de très loin se sentent vraiment chez eux, se disent à tous « Happy Thanksgiving ». Et bon appétit si vous êtes à table. Fin de ce journal. Bonsoir.